Bonsoir, bonsoir à tous. Elle a traversé les épreuves, enduré les difficultés en tout genre, mais elle est toujours restée debout et continuera à l'être malgré tout. Nous parlons ce soir de l'Algérie. L'Algérie qui traverse aujourd'hui une énième difficulté, celle de se reconstruire sur des bases solides, des bases nouvelles, qui tranchent avec les années de désorientation politique et économique que nous avons, qui nous ont fragilisés, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Le 22 février 2019 a marqué un ras-le-bol populaire avec le Hirak. La révolution était désormais en marche. Il fallait en finir avec la mafia qui gangrénait le pays. Plus d'une année est passée depuis. Beaucoup d'événements se sont succédés dans l'élection d'un nouveau président qui affiche la volonté de mener des réformes profondes et surtout rétablir la confiance entre les Algériens. Certes, les attentes sont nombreuses, mais le chemin est encore long pour les concrétiser. Pour en parler ce soir, justement, je reçois des invités de marque. D'abord, je présente à ma gauche Monsieur Mohamed Lakhdar Maougal. Vous êtes professeur à l'École nationale supérieure de journalisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vais à ma droite à présent. Kamel Mansari, journaliste directeur de la publication au quotidien Le Jeune Indépendant. Merci d'être avec nous ce soir pour cette émission. Bonsoir. Et puis nous avons aussi le plaisir de recevoir Monsieur Mouad Tabaynet. Vous êtes pharmacien de votre profession bien sûr, et vous êtes aussi militant dans la société civile. Nous aurons l'occasion bien sûr de parler de ce que vous faites, notamment avec les jeunes, au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous. Alors, bonsoir à tous encore une fois, merci d'être avec nous. Pour installer un peu le débat, on voudrait revenir d'abord sur la Constitution, qui est le projet qui captive l'actualité en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle est à la fois le chantier politique le plus important engagé par le président de la République, mais aussi une des réponses directes aux revendications du Hirak, M. Maougal? Trop tôt pour le dire. Je n'ai pas lu la Constitution, je n'ai pas été sollicité pour donner un avis et je ne souhaite pas être sollicité pour donner un avis. Ça me permet de prendre du large, ça me permet de réfléchir à distance de manière critique, de manière vigilante. La Constitution résoudra-t-elle les problèmes de l'Algérie? Nous en sommes à la 5e ou à la 6e Constitution de ce pays depuis son indépendance. Est-ce qu'elle est originale? Sans doute. Pourquoi est-elle originale? Parce qu'elle est une sorte de passage, une sorte de passerelle d'une Algérie qui a été mise à genoux, d'une Algérie qui a été mise en crise multiple, multiforme, multidimensionnelle, vers une ouverture d'espoir peut-être. Mais il faudrait voir les choses de plus près, mais se garder surtout de faire de cet objet qui est un objet juridique la panacée et la solution de tous les problèmes. Je crois qu'il faut se garder un peu de trop d'enthousiasme. Il faut attendre ce qui va sortir des débats. Justement, c'est ça la nouveauté, M. Maougal. C'est que le projet, cette mouture de la Constitution est proposé au débat. Tout le monde peut y contribuer. Oui, les gens, je suppose, ont commencé à débattre de la chose, effectivement. Nous n'en avons pas bon, évidemment, il y a des plateaux de télévision de vos, ici même et de vos confrères, ou les plateaux de radio qui reçoivent un certain nombre de gens dits experts. Jamais l'Algérie n'aura eu autant d'experts depuis 6 ou 7 mois. Et ce qui est d'ailleurs grave à affirmer, parce que quand on reçoit tant d'influx informationnels, d'expertise, on se dit comment avec tous ces experts, le pays a quand même sombré. C'est plutôt négatif comme vision. Donc à mon avis, je pense que c'est un chantier, il faut lui donner le temps de se développer, il faut lui donner le temps de se consolider, de se clarifier. Et à ce moment-là, on pourra en parler. On pourra en parler. Monsieur Mansari, votre avis sur la question, sur ce projet qui est en cours de débat, cette démarche qui a été initiée par le président de la République, est-ce que c'est quelque chose qui encourage à aller vers un rétablissement de la confiance
qu'on discute tous ensemble sur cette base juridique, cette base constitutionnelle qui est très importante pour la reconstruction? Toute démarche de cette nature doit aboutir ou doit faire l'objet d'un consensus. Il faudrait qu'il y ait d'abord, il faudrait qu'on aboutisse à un consensus sur la question de la proposition de la Constitution et de son adoption et bien évidemment de sa mise en œuvre et de son respect à long terme. Pour le moment, c'est un chantier du président de la République, c'est son cheval l'un de ses chantiers, un cheval de bataille, mais en même temps, il faudrait ne pas oublier que la situation du pays depuis le 22 février 2019, elle est toujours en ébullition. Le débat, est-ce qu'on n'a pas encore tranché sur la constitution des revendications? La Constitution, quand on la lit, moi j'ai lu pratiquement tout, enfin quand on lit déjà... Mais elle est appelée à être enrichie, c'est une mouture, c'est une nouvelle... Pour le moment, elle est matière à débat, ce n'est pas la mouture finale, bien évidemment. Comme toutes les constitutions, elles ont fait l'objet de débats, elles ont fait l'objet de rectificatifs et d'améliorations, d'amendements ou de rejets dans certains cas des dispositions qui ont été proposées. Actuellement, c'est ce que je peux constater, mis à part le fait qu'il y a une constitution qui a été proposée par le chef de l'État. La Constitution ne pose pas le problème du projet de société. Dans la situation actuelle... C'est un préalable, M. Mensari. C'est un préalable, oui. Non. Quand je dis projet de société qui d'identifie, je ne parle pas sur le plan politique seulement, c'est-à-dire quel chemin voudraient prendre les Algériens avec cette Constitution. Est-ce que nous voulons construire un État providentiel, par exemple? Est-ce qu'on veut construire un État qui donne à la recherche, à l'éducation toute sa dimension, qui va investir dans ce domaine-là pour que tous les chantiers, toutes les lois vont se décliner en fonction de ce choix? Ou bien on va continuer à faire comme ont fait les prédécesseurs, c'est de rectifier quelques amendements par-ci par-là, surtout génériques, parler de droit, parler de liberté, alors que l'essentiel qui est la vision de la société algérienne, ce que nous voulons faire de nous-mêmes, qui n'est pas posé quand on lit la Constitution, elle n'est pas palpable, ce choix-là, cette direction-là. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est-à-dire que la Constitution qui était valable il y a 2 mois ne l'est plus avec ce qui se produit dans le monde. Toutes les lois vont changer. Et la situation créée par le virus Corona est en train de modifier, de créer une révolution dans le monde, sur tous les plans. Et tous les experts font des projections sur la base de cette réalité qui va durer. Donc cette Constitution va aller vers une réalité qui n'est pas normale. Donc est-ce qu'on va continuer à réfléchir? On parle d'une réalité adaptative, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter à... Actuellement, la question des libertés se pose, la question des droits, la question des choix économiques se pose. Est-ce que cette Constitution va tenir compte de cette situation qui est, par exemple, qui va durer dans le temps et qui va remettre en cause beaucoup de clauses et de dispositions au sein de la Constitution? C'est-à-dire qu'il y a des lois dans la Constitution, des dispositions qui vont être paralysées à cause de cette situation. Je pense au droit du travail, au droit du logement, aux libertés. Tous ces gens-là, toutes ces dispositions vont être suspendues. Nous ne pourrons pas nous projeter. Oui, il faudrait se projeter par rapport à cette réalité. Il faudrait que les rédacteurs du projet et essentiellement ceux qui sont en train de réfléchir et débattre tiennent compte de ces réalités-là qui vont changer beaucoup de choses. Monsieur Mouad Tabaïnet, votre avis sur la question? Vous êtes au contact des jeunes. La Constitution peut sembler être un projet qui paraît un peu flou pour le moment, avec ce qu'on vit avec la situation sanitaire en ce moment. Comment les jeunes perçoivent ce projet-là? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce qu'ils voient l'importance de construire le socle qui va permettre d'avoir cette Algérie nouvelle dont on parle tant? Ce qui est exceptionnel dans cette réforme, les jeunes s'intéressent plus à ce genre de démarche politique, des réformes. Ils sont impliqués justement des débats ouverts au niveau des associations, des partis politiques. Mais je pense par rapport les conditions ou bien le timing de lancement de cette première mouture, je pense qu'on a un paramètre très important, c'est la crise sanitaire actuelle. On doit tout d'abord ouvrir des ateliers de réflexion pour tirer des bonnes conclusions de cette crise sanitaire multidimensionnelle. Ce n'est pas le cas en ce moment.
qui va changer toute la donne au niveau international. C'est pas juste en Algérie. Quel modèle de politique en Algérie, quel modèle économique, quel modèle social, parce que le Covid, à travers tout le monde, a tiré des conclusions un peu partout. Bien évidemment, en Algérie, on a une nouvelle conception. Quelle est l'Algérie d'après Covid et pas uniquement l'Algérie qui est devant une crise politique ou bien une crise économique seulement. C'est l'Algérie après cette crise sanitaire. Vous avez parlé d'un... Je peux? Allez-y, bien sûr, M. Maouga. Il me semble qu'on s'engage sur une piste qui demande à être creusée, notamment par rapport à deux choses importantes. Et mes amis ont parlé du Covid, de la crise du coronavirus, et qui est un fait conjoncturel. Ce n'est pas un fait structurel. La Constitution a pour mission de régler des problèmes structurels. Nous sommes sur deux plans différents. Donc, il faut rendre au structurel ce qui est structurel, et c'est ça qui doit normalement conduire la réflexion sur la Constitution qui est appelée à gérer une société pendant et après le Covid. Le Covid finira un jour ou l'autre par s'arrêter. Il peut revenir, mais il n'est pas le fondamental. Mais le problème que vous soulevez, il est très important dans le sens suivant. Le Covid, la crise du Covid, a soulevé à travers les médias, en particulier, je suis quelques médias étrangers, je ne sais pas si on peut citer, Pour dire quelques médias sans faire de leur publicité, quoi. Allemand, en français, ou en arabe. Allemand, arabe, russe, britannique. Moi, je suis beaucoup la BBC britannique, je suis RT arabe. La France, évidemment. Le problème qui se pose, c'est que dans les pays occidentaux, il y a une certaine façon de gérer cet aspect qui est conjoncturel. Ils n'en ont pas fait un phénomène structurel. Ils s'interrogent dans quelle mesure ce conjoncturel va hypothéquer le structurel. Nous n'en sommes pas là. Je n'ai pas vu ça, malheureusement, sur nos médias. Qu'ils soient de la télé, qu'ils soient de la radio. Je ne suis pas... C'est-à-dire que vous soulevez une question importante qui parle d'une réforme structurelle qui serait... Le Covid qui pourrait impacter une réforme structurelle. Est-ce que le Covid est à même d'initier une programmation qui règle les problèmes structurels? C'est un grand problème. C'est ce que débattent aujourd'hui les étrangers. C'est ce que nous ne débattons pas, précisément. Mais ce que débattent les étrangers, ils sont en train de se poser la question. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Mais vous savez très bien que devant une situation, il y a toujours au moins deux points de vue qui sont fondamentalement différents. Le point de vue de ceux, pour aller vite en besogne, de ce que j'appellerais, pour emprunter un titre d'un ouvrage très important qui a fait les grands jours de l'après 68 en France, qui s'appelle Les Maîtres du Monde. Que pensent les Maîtres du Monde? Et qui sont ces Maîtres du Monde? Le problème, c'est qu'il y a les autres qui ne sont pas les Maîtres du Monde et dont nous faisons partie. Les Maîtres du Monde sont en train de vouloir saisir l'occasion du conjoncturel pour proposer un modèle structurel. Est-ce que nous en sommes là? Vous savez pertinemment que dans les cas exceptionnels, qui sont la guerre d'ailleurs, la crise actuelle a été qualifiée de guerre par le chef d'État français. C'est-à-dire l'approche elle-même, quand on est dans une situation pareille, la Constitution, et dans certains cas, elle est gelée, c'est-à-dire elle est suspendue. Ce n'est pas les droits constitutionnels qui sont posés, mais la réalité face à laquelle la société se retrouve. Nous savons très bien que la Constitution est un contrat entre tous les tenants de la société, citoyens, gouvernants, institutions.
y compris le pouvoir. Mais lorsqu'on nous sommes face à une situation pareille, qui est en train de justement d'imposer une nouvelle réalité, parce que la Constitution dans son ensemble, c'est un texte, mais il y a des dispositions qui vont être gelées. Et en plus, dans la vie d'un État et dans la vie d'un pouvoir, y compris de celui d'un chef d'État, c'est un mandat. C'est-à-dire que durant le mandat du président qui a proposé la Constitution, il y a une crise. Cette crise-là ne lui permet pas de donner la plénitude à la Constitution d'être appliquée ou d'être vécue totalement par la société. Monsieur Moussari, ce qui nous donne à penser actuellement, si tu nous donnes à penser actuellement, que la Constitution, face à ce que produit la crise actuelle, c'est que certains droits ou bien certains acquis vont être gelés ou disparaître. Je pense surtout à la crise économique. Lorsque la Constitution vous dit que vous avez droit au travail, comme vous avez droit au logement, vous avez droit à certaines libertés syndicales, et la situation actuelle ou la situation de guerre qui sont assez similaires vont être gelés. C'est-à-dire actuellement, l'Algérie qui, de par la crise économique, de par ses difficultés économiques, devrait trouver un autre modèle qui va lui-même générer de nouvelles dispositions. Et c'est là qui est important. Oui. Les sociétés actuelles, celles qui pouvaient par exemple devenir capitalistes, qu'est-ce qu'on a vu? Elles sont devenues providentielles. Le citoyen reste chez lui et tout lui vient à la maison, son salaire et son travail. Juste de rester, l'État intervient. Et c'est là où le rôle de l'État doit être défini, et y compris ceux du droit. Mais c'est conjoncturel, M. Moussari, vous en convenez. Absolument, mais prendre en compte cette réalité est devenu important, est devenu un impératif. Si on essaie de comprendre un peu ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en état de guerre, ce qui est une... C'est un enseignement. C'est un enseignement, justement, dont il faut tirer. Est-ce qu'il ne serait pas judiciable de parler d'un débat qui serait construit notamment sur les attentes, parce qu'il faut revenir aussi sur les attentes du Hirak qui ont été formulées, et aujourd'hui cette réalité sanitaire qui nous est imposée, et créer des groupes de réflexion, échanger, discuter sur ce qu'on pourrait apporter avec les réalités actuelles. Le président de la République avait proposé cette mouture. Est-ce que la balle n'est pas dans l'autre camp pour discuter et sortir avec un résultat concret? Moi, je parle de timing. Oui. Il y a le timing. Il y a une réalité. Est-ce qu'on doit attendre être en observation pour voir, sommes-nous dans une crise qui va prendre 1 année ou 2 ans? Donc la Constitution, comment allons-nous c'est-à-dire mettre en œuvre cette Constitution dans cette réalité? Est-ce qu'il faut prendre ces paramètres en jeu ou pas? C'est facile de dire parce que les constitutions, c'est quoi? C'est l'idéal. La Constitution a pour objectif de ramener les solutions idéales comment dirais-je, une situation idéale qui qui donne lieu à une consensus générale adoptée par tous les Algériens, parce que l'aspect idéal voulu par tout le monde est consacré. Mais lorsque vous avez des impératifs, des enjeux, des défis auxquels vous allez faire face pendant 2, 3 ans, 4 ans, votre Constitution doit tenir compte de ces paramètres-là. C'est à ce point-là que je voulais en venir. Monsieur Mourad Tabaynet, votre avis également sur la question. Vous croyez que le débat doit être enrichi par rapport à la situation sanitaire en ce moment, ou alors en finir déjà avec cette situation sanitaire et ensuite provoquer le débat? On prend par exemple la situation économique, et justement. La crise sanitaire Covid-19 a impacté la situation économique de tous les pays, et aussi l'Algérie. Maintenant, la réforme de Constitution, par exemple, elle va défendre l'équilibre entre les pouvoirs. Si on ne parle pas d'une vision claire d'une économie ou bien d'un pouvoir économique, on ne peut pas parler d'un équilibre entre tous les pouvoirs, les 4 autres pouvoirs. Parce que le pouvoir économique, il va payer les charges et les dépenses des autres pouvoirs, pouvoir militaire, pouvoir politique, pouvoir judiciaire et bien évidemment médiatique. Maintenant, le Covid va impacter beaucoup plus l'aspect économique de l'Algérie. On doit réfléchir d'une sorte ou bien d'un modèle économique nouveau pour la nouvelle Algérie, pour permettre de réformer une constitution qui prend en charge l'équilibre entre ses pouvoirs, défendre les rapports de force et ainsi décréter tout ce qui est devoirs et droits de la population, pour harmoniser une vie interne et protéger l'Algérie des menaces
externe. Alors, si vous permettez, on pourrait avancer un peu dans le débat pour revenir un peu sur le Hirak, sur les attentes du Hirak. Il y a un peu plus d'une année, l'Algérie avait vécu donc cette révolution qui a un peu bouleversé l'ordre qui était établi jusque-là. 20 années de règne, si j'ose dire, d'un système qui a gouverné sans partage, il faut le rappeler. Aujourd'hui, on en a fini avec cette étape qu'a vécue l'Algérie, avec bien sûr une reconstruction politique. Nous avons vu les principaux partis politiques qui étaient comme des satellites autour du pouvoir et qui se sont totalement effondrés. Aujourd'hui, nous parlons d'une reconfiguration politique. Le Hirak a permis de revoir, de permettre un reboot en ce qui concerne la politique, M. Maougal? À mon avis, non. Le Hirak, il a dégoupillé une bombe à retardement qui était dans notre pays et qui menaçait la paix sociale, même si celle-ci a été achetée à coups de milliards par le pouvoir en place. Mais ce Hirak, malheureusement, et j'ai eu l'occasion de m'en exprimer et de m'exprimer dessus et d'écrire un certain nombre de choses, le Hirak reste jusqu'à ce jour flou quant à ses origines. Un peuple ne se réveille pas du jour au lendemain, il n'investit pas les rues dans toutes les villes ou la plupart des villes de manière subite. Moi, je ne crois pas à la génération spontanée. J'ai été militant toute ma vie et je sais ce que ça veut dire, militer et préparer des choses. Monsieur Maougal, quand vous parlez de la source qui est floue, de tout ce dont est tout ce qui est l'origine du Hirak, nous on voit le résultat. Quel a été l'objectif de ce Hirak? Oui, c'est pas d'en finir un peu avec. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait découpiller un peu cette explosion sociale qui allait arriver un jour ou l'autre. Si vous voulez réfléchir sur le Hirak, vous ne pouvez pas faire l'économie de vous demander d'où ça vient, qui fait quoi. Le Hirak a démarré un 22 février, effectivement, après une réunion à Paris. On n'a pas oublié. La réunion à Paris. La réunion qui a été plus ou moins commanditée par le Maghrébien. Vous êtes en train de dire que le Hirak est une manipulation. C'est une manipulation. Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est ce qu'on comprend, monsieur. C'est votre droit de comprendre ce que vous voulez. Non, moi je dis simplement... Allez-y, M. Maougal, développez votre idée. Je dis simplement que il y a eu, peu avant le déclenchement, il y a eu une réunion à Paris. D'ailleurs, ça a étonné tout le monde. Pourquoi ça à Paris? Vu plus ou moins que les commanditaires, ceux qui ont invité, étaient plutôt basés à Londres. Or, beaucoup de gens se sont retrouvés à Paris, y compris des gens de l'opposition. Sauf les gens du système algérien, du pouvoir algérien. Je ne parle pas du DRS, etc. Y était sans doute. Mais je parle des partis politiques. Ce n'est pas le FLN qui a été à Paris. Mais monsieur Maougal, allez-y. Or, il y a un fait indiscutable, et on ne me l'enlèvera pas de la tête. La première forme de déclenchement du Hirak, l'investissement de la rue, à part le 22 février, qui a été relativement violent. Et je suis témoin. J'ai vu les choses qui s'étaient passées à la colonne Voirol. J'étais dans la foule et je regardais de très près et je suivais de très près. Subitement, en l'espace d'une semaine, le Hirak s'est pacifié. Et il a commencé à donner un certain nombre d'éléments pour l'observateur averti. Le Hirak commence à investir la rue toujours après la séance de la prière du vendredi. Monsieur Maougal, il y a un élément important. Je peux m'exprimer là-dessus? Allez-y. Non, le Hirak n'a pas commencé le 22 réellement, c'est-à-dire que les prémices... Il y avait un peu des prémices, il y avait des signes. Bien sûr, il y avait des prémices. Là, on est en train de faire le procès, on est en train de dire que c'est une manipulation, ou bien que ça a été fomenté de l'extérieur. Ça veut dire, si on dit ça, ça veut dire que le président s'est trompé en disant qu'il était un Hirak béni, ça veut dire que le chef d'état-major ne savait pas de quoi il s'agissait, que l'État n'était pas présent, que les services de sécurité se sont fait manipuler, que tout le peuple algérien
s'est fait manipuler, que cette constitution est le fruit d'une manipulation. Non, je pense que quand même, les Algériens ont changé. Ceux qui ont porté cette révolution, ce sont les jeunes. Les jeunes qui réfléchissent autrement, qui vivent dans les réseaux sociaux, qui ont une appréciation de la réalité qui est totalement différente. Il y a l'esprit du Hirak, qui... L'esprit du Hirak, en plus, il y a eu des prémices, il y a eu Kharrata, il y a eu Djidjel, il y a eu déjà dans les stades, il y a le ras-le-bol. Et en plus, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction de l'émission, que ça a été une période de 20 ans. Cette période de 20 ans ne peut pas ne pas vous pousser à la rue, ne peut pas ne pas vous pousser comment dirais-je, à vous révolter. Il y avait une scène, et c'est devenu surréaliste, d'un chef d'État dans une chaise roulotte qui allait encore une fois prendre le pouvoir et en plus continuer à consacrer la dilapidation des deniers publics, la dilapidation des libertés publiques du pays et en plus compromettre l'avenir des Algériens encore une fois. Qu'est-ce qu'il a rapporté le Hirak? On a découvert qu'il y a eu une corruption immonde et intenable qui est dénoncée par tout le monde. Donc comment voulez-vous qu'on... Et on en parlait bien avant le 22 février. Maintenant, s'il y a des tentatives d'infiltration et tout, bien évidemment, elle existe. C'est pas, on ne peut pas s'en cacher. Mais croire que ce mouvement-là est le fruit d'une manipulation, c'est vraiment insulter l'intelligence des Algériens. Et en plus de ça, insulter l'intelligence des Algériens. S'il vous plaît, monsieur Morgan. Je ne vous permets pas de dire ça. C'est moi qui le dis. C'est quand même quelque chose qui relève du bon sens. Nous avons vu des femmes. Il faut voir les femmes qui sont sorties, les enfants, les vieux, qui croyaient en ce changement-là. Tout ce changement-là qui était béni. Et là, c'est quand même, on ne va pas dire à tous les Algériens qui sont sortis, y compris les militaires, c'est toute une société qui a dit basta, c'est bon, on arrête. Monsieur Tabaynat. On ne peut pas classer cette belle expérience d'une année et 3 mois comme ça. Le Hirak est devenu une dynamique, une nouvelle dynamique, est devenu une volonté populaire pour un changement, pour une nouvelle Algérie. C'est autre chose, vous parlez du mouvement. Exactement, c'est pas juste 2 rendez-vous par semaine, le vendredi et mardi, est devenu une volonté par toute la population algérienne qui cherche des réformes, qui cherche une meilleure Algérie pour tout le monde. Peut-être que le déclenchement a permis à beaucoup de personnes d'exprimer c'est ça. Exactement. Ce n'est pas Paris ce n'est ni Paris, ni le Maghreb, ni personne. Ce sont des Algériens qui ont déclenché. Et après, le Hirak s'auto-mobilise d'une semaine à une autre. Il y a de l'ambition, il y a de l'énergie au sein du Hirak. Après, cette volonté a été évoluée au cours d'une année. On arrive maintenant, mai 2020, on parle d'un Hirak qui a commencé le 22 février 2019. Alors, la preuve que le Hirak est dans l'introduction de la nouvelle constitution algérienne. Vous ne lui donnez sa lecture qu'après coup. C'est des acquis. Vous ne lui donnez sa lecture qu'après coup. Voilà, c'est des acquis qu'on ne doit pas les classer par les raisons ou bien qui étaient derrière le déclenchement des événements. Maintenant, on doit penser comment transformer cette dynamique, cette volonté populaire en une énergie constructive du pays. Comment transformer ça? Ça nécessite une volonté des deux parts, une volonté politique pour écouter justement les revendications et les attentes du peuple et de la jeunesse algérienne. Ça, c'est un autre problème. Il ne faut pas oublier, monsieur C'est un autre problème. Justement, on va justement parler, on parle justement du déclenchement. Vous avez parlé tout à l'heure des manipulations, des tentatives d'intrusion. On a vécu ça de par le monde. Beaucoup de pays ont vécu cela. Oui. Aujourd'hui, les intrusions se poursuivent. Nous sommes bien d'accord, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes dans ces tentatives de récupération, de ces tentatives d'ingérence. On en a vu déjà dans les semaines, si ce n'est les mois qui nous ont précédés, beaucoup de tentatives de l'intérieur comme de l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, le Hirak a réussi à se libérer, à se protéger de ces tentatives d'intrusion? Il est difficile de répondre à cette question. Parce que le Hirak, c'est tout le monde et c'est personne. C'est pas palpable. Mais on parle de l'esprit du Hirak, monsieur Aucun mouvement politique ne le revendique, sauf l'extrême gauche. Sauf l'extrême gauche. Monsieur Maougal, l'esprit du Hirak, cet esprit... Ne me parlez pas d'esprit du Hirak. D'accord, allez-y. Moi, je vois les choses de manière matérielle. Le Hirak, c'est un déplacement de personnes. Mes amis présents ici ont parlé d'un ensemble des familles qui descendent dans la rue, des familles qui font des couscous, des familles qui font de nzerda.
Ça, c'est des choses palpables. Il y a eu aussi des revendications, M. Maougal. Ce n'est pas seulement un mouvement, de personnes. Oui, bien sûr. Les gens se sont exprimés sur plusieurs plans. Il y a eu des discussions, des échanges entre les Algériens. Les revendications, et on a tous été dans les rues, on a vu ce qui s'était passé. Justement. On a vu des banderoles, on a vu des pancartes, y compris faites par des individus. Celui qui n'importe quoi. Et on a vu des pancartes. L'émergence de l'expression politique dans le Hirak ne s'est pas faite dès le premier temps. Il y a eu une période de décantation. Une période de décantation, cette première période de décantation a été une période de coexistence. Ce qui a beaucoup intéressé les Algériens à l'époque, c'est respirer. Et c'est devenu la sortie du vendredi d'abord, parce que celle du mardi... C'était pour les étudiants, oui. C'était pour plus tard. Je peux donner des détails. Donc, sur la période du vendredi, c'était vraiment la grande rencontre. La grande rencontre entre les Algériens qui ne se voyaient plus. Même entre voisins, ils ne coexistaient pas. Or là, ça a été vraiment une commedia dell'arte. C'est-à-dire une expression d'une revendication de vie, d'une revendication de loisirs, d'une revendication de détente avec les amis, avec les collègues, etc. Et c'est des familles qui descendent. Ensuite, Monsieur Maougal, il est important de répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure par rapport aux intrusions. Oui. Il y a eu des tentatives d'intrusion. Oui. On a voulu récupérer le Hirak. On a voulu manipuler le Hirak. Cet élan populaire qui est sorti, qui s'est exprimé dans la rue, on a essayé de le manipuler. Est-ce qu'aujourd'hui, ce Hirak est protégé? Est-ce que les Algériens ont acquis cette conscience, cet éveil qui leur permet de discerner où sont les revendications? Est-ce qu'aujourd'hui, la construction est une priorité au lieu de rester dans cet esprit de revendicatif permanent qui est souvent manipulé de l'extérieur? Un mouvement qui se déclenche dans un pays qui a été donné pour mort politiquement pendant 20 ans. Un pays qui est dans la visée de beaucoup de puissances. Un pays qui est devenu un enjeu de lutte à mort entre deux puissances de tutelle. Qui sont? Les États-Unis et la France. Voilà deux bouquins que je souhaiterais voir les Algériens lire très attentivement, qui décrivent les mécanismes de pénétration, qui décrivent les mécanismes d'infiltration, les mécanismes d'organisation. Le premier, c'est un honorable correspondant, expert en géostratégie, français d'origine, américanisé par décision de naturalisation, ou plutôt on lui a accordé la nationalité, expert auprès qui a donc écrit ce livre, La guerre d'après, Laurent Muratievich, et qui, pour son malheur, ayant fait les grands jours aux États-Unis dans un premier temps, a été vidé, rejeté vers son pays d'origine, la France, et un groupe de pression au niveau du Pentagone l'a réappelé aux États-Unis. Et malheureusement pour lui, il est mort. D'étrange façon. Monsieur Maougal, allez-y. Ce texte traite l'exemple des manipulations qui ont été programmées depuis pratiquement la mise en place du club de Bilderberg aux États-Unis à partir de la guerre à la fin de la guerre de 1945. Deuxième guerre mondiale. Les grandes manipulations qui ont permis aux États-Unis de gouverner. Il y a des agendas aujourd'hui, c'est indéniable. Absolument. Beaucoup de livres ont traité de ça. Monsieur Tabainet, pardon, je reviendrai vers vous, Monsieur Mansaï. Monsieur Tabainet, votre avis sur cette question sensible des intrusions et des ingérences? En tant que jeune Algérien. Surtout pour les jeunes aujourd'hui. Oui, les jeunes, c'est important d'en parler parce que c'est eux qui portent cette révolution. Comment ne pas être manipulé? Comment ne pas sombrer dans les faux débats? Comment éviter d'être manipulé? C'est la confiance. Éviter d'être manipulé aussi. On doit tout d'abord rétablir la confiance entre cette génération de jeunes
et les différentes institutions et les gens décideurs dans ce pays. Si on parle de la manipulation, c'est par exemple ces jeunes militants, cette nouvelle génération, cette nouvelle classe associative et politique qui va émerger certainement après Elle est dans un processus de construction. Voilà, exactement. Si on ferme les portes, si on n'ouvre pas les portes pour cette nouvelle génération, on invite la population et l'ensemble des hirakistes de suivre les gens, les professionnels des vidéos live et des gens qui manipulent. On va tomber. Alors, on ne va pas créer le vide, M. Exactement, on va laisser un vide. Les jeunes Algériens, maintenant, ils sont pleins d'énergie. Ils ont de l'ambition. On doit les laisser émerger via les médias, via l'espace public. Il faut investir l'espace public par les gens intègres et nationalistes, assez sages, pour ne pas laisser la population fragile devant les manipulations. Quel est l'acquis principal après, en dehors du départ de Bouteflika et quelques têtes de Issaba? C'est la récupération d'une partie de l'espace public, c'est la rue. On a récupéré la rue pendant probablement vendredi et mardi, et avec le temps, cet acquis est devenu le capital de ce Hirak. C'est le seul capital. Si les jeunes sentent que cet acquis est en danger et sont menacés, ils vont aller vers la résistance ou bien ils vont rester chez eux. C'est-à-dire qu'il y a cette conscience. Exactement, il y a une conscience. On doit investir cette énergie pour l'intérêt de notre Algérie. Alors c'est rétablir la confiance, un climat d'apaisement pour écouter les jeunes et pour avancer. Monsieur Mounsari, Monsieur Magua, pardonnez-moi. Monsieur Mounsari, la confiance. Qui il y a une. Monsieur Magua, pardonnez-moi, c'est à Monsieur Mounsari. Je vous donne la parole par rapport à cette question de l'intrusion qui vous a fait réagir tout à l'heure. Oui, il y a forcément eu des tentatives d'infiltration du Hirak, et c'est comme ça. C'est quand il y a des révolutions qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de direction, qui n'ont pas de personnes qui les dirigent. Forcément, tout le monde veut se revendiquer pour les récupérer. La première tentative réelle qui a voulu dévoyer le Hirak a été commise par les trois responsables qui sont actuellement en prison, parce que c'est de l'avis du chef d'état-major de l'armée. Puis il y a eu, bien sûr, des ingérences comme celle de l'Union européenne. Du Parlement, oui. Mais actuellement, pourquoi le Hirak n'a pas eu sa direction? Parce qu'il y a eu déjà une perte de confiance de la population à l'égard de la chose politique et à l'égard des partis. Donc les Algériens ne faisaient pas confiance aux partis ni aux personnalités qui étaient sur la scène politique et voulaient se prendre en charge par eux-mêmes, c'est-à-dire s'exprimer. Le Hirak est une dynamique qui est hétéroclite, qui est de toutes les composantes. Forcément, on ne peut pas se faire sortir ou extraire une direction rassembleuse. Il y a actuellement une volonté de vouloir arriver à répondre ou bien concrétiser les revendications, les principales raisons à travers lesquelles les Algériens sont d'accord. La consécration d'un État de droit, la consécration des libertés et tout, qui sont fondamentales et qui ne peuvent plus permettre à n'importe qui demain, de quel que soit le pouvoir, un pouvoir de quelque type que ce soit, de pervertir ou bien de dévoyer, de séquestrer l'avenir des Algériens vers des visions, vers des chemins qui sont franchement, comme on a vu, c'était surréaliste, c'est-à-dire faire en sorte de dire aux Algériens qu'il n'y a que cette voie, et que si on ne choisit pas cette voie, celle du 5e mandat, on va aller vers la déstabilisation du pays, le chaos et tout. Alors les Algériens ont démontré par leur cinémia, par leur maturité et par leur engagement et pour leur amour à l'Algérie qu'ils n'ont pas pu être. D'abord, ils n'ont pas été manipulés par ce discours. Ils n'ont pas été manipulés par ce discours. Et en plus, ils ont été soudés pour ne pas permettre des voix de l'extérieur, qu'elles viennent de Londres ou de Paris ou d'ailleurs. Justement, vous me tendez la perche. Il y a le ministre de la Communication qui avait parlé d'organes soft power qui sont là pour initier D'un côté, les soft power actuellement ont travaillé depuis des lustres, c'est-à-dire ce n'est pas nouveau. Et comme je vous dis, j'ai dit, un mouvement pareil,
il ouvre droit, on tente de le récupérer, de l'envoyer vers une direction. Et il y a eu... Ce qui est important pour moi, à mes yeux, c'est qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre les forces de l'ordre et les populations. C'est la chose à mettre en valeur. C'est ça qui démontre qu'il n'y a pas eu, que les manipulations n'ont pas abouti. Quand on voit ce qui s'est produit en Syrie, en Libye, au Yémen, et là on voit que la manipulation a marché, mais chez les Algériens, non. Un pays qui est sorti de 10 ans de terrorisme. Comment vous l'expliquez, M. Manzari? Pour moi, c'est la maturité de ce peuple, c'est le génie de ce peuple. Il a réussi, et en plus de ça, on a d'un côté, il faut pas l'oublier, d'un côté, on n'a pas eu un pouvoir qui a décidé par la moyenne forte de, comment dirais-je, c'est-à-dire l'affrontement direct. Il y a eu la tentative le premier jour, mais après, les Algériens ont démontré que ça ne marchait pas. La violence, faire sortir surtout les 2-3 premières semaines, ça n'a pas marché. On avait peur à l'époque. Bien sûr. Donc, cette manière d'utiliser la moyenne forte avec les Algériens n'était pas possible. Et entre-temps, le Hirak, dans son ensemble et dans toutes ses revendications, a démontré que lui aussi ne peut pas être manipulé. Il n'a pas écouté les voix des sirènes qui voulaient le conduire vers l'affrontement. Il y a eu des appels à l'affrontement. Il a réussi à colmater la fitna entre Arabes et Kabyles, entre toutes les Justement, cette question, elle est importante. On est resté. Le Hirak a réussi quand même à préserver son unité et son entité et ne pas sombrer, ne pas tomber dans la violence ni dans le discours de haine. Monsieur Tabaïnet, rapidement sur la question de la fraternisation, elle est importante. Le Hirak a permis que les Algériens, vous l'aviez dit tout à l'heure, Monsieur Maougal, les Algériens se sont retrouvés dans la rue, pas seulement à Alger, dans beaucoup de villes, pratiquement toute l'Algérie. Cette fraternisation, elle a été pour beaucoup dans la création de cet esprit collectif pour la reconstruction du pays. L'intelligence collective. On n'a pas de leader dans le Hirak. On n'a pas des chefs dans le Hirak. On a des élites, certainement. On a vu que, par exemple, je donne un exemple peut-être qui est passé inaperçu avec cette crise sanitaire. Il y a des médecins hirakistes, des élites du corps médical qui sont pris décision de se réunir et de débattre la situation sanitaire du pays et d'annoncer la suspension des marches. Et c'était avant même les mesures... avant même la crise du Covid. Exactement, oui. C'est de l'intelligence collective. On n'a pas des leaders, mais on a des élites qui prennent la responsabilité depuis le début du Hirak. On a même des avocats qui se portaient volontaires pour défendre les jeunes hirakistes. On a tout ça, c'est de l'intelligence collective qui a permis que le Hirak reste toujours pacifique et silmi. Voilà. Alors, vous venez de dire quelque chose qui est d'une importance capitale, M. Maougal. Les marches, on parle des marches comme un acquis. Nous avons inscrit justement ces manifestations sur Hirak, cette révolution dans la Constitution comme un acquis social, un acquis politique, un acquis historique. Aujourd'hui, nous avons... Je n'ai pas dit ça. On parle... Vous faites dire... On parle, beaucoup disent ça, peut-être pas vous, mais beaucoup le reconnaissent aujourd'hui, parce que le Hirak a apporté quelque chose de nouveau, une forme revendicative populaire. Aujourd'hui, est-ce que nous devons passer à l'autre étape, qui est la reconstruction, qu'il faut maintenant se retrouver et reconstruire sur des bases nouvelles? C'est cela un peu peut-être la nouvelle étape qu'il faudra entamer. Il faut voir les choses avec objectivité, pas simplement avec le cœur et avec les sentiments. Le Hirak, c'est des étapes. Il n'a pas été uniforme du début à la fin. Il a commencé dans la convivialité et il a fini dans l'affrontement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que vous entendez par l'affrontement? L'affrontement de la Fossi, de l'Farcheta ou le Menjel. On peut qualifier ça comme... C'est des réalités. Mais M. Maougal, nous avons parlé... Heureusement que les forces de sécurité qui étaient là et qui veillaient ont tout fait pour qu'il n'y ait pas des affrontements violents. Mais vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a eu quand même, à coup de sorties de pancartes, à coup de manifestations, de blocs, de gens, on a sorti
On a sorti à un moment donné des panneaux d'un certain nombre de grands leaders de l'histoire algérienne. On a convoqué Ben Badis des années 40. On a associé à Ben Badis l'Arbi Ben Mehdi. Mais ça fait partie des intrusions, monsieur. On parle des intrusions. C'est pas une intrusion. C'est-à-dire? Là, c'est pas une intrusion. Ce n'est pas une... Ça, c'est le produit local. C'est une position politique. C'est pas une intrusion. C'est l'une des... Une intrusion, je vais vous donner un exemple d'intrusion. Et c'est la première fois que je vais en parler. Le jeudi 27, je crois que c'est le 27, l'avant-dernier jour, c'était le 28, le vendredi 28 février. C'était le dernier jour. Oui. C'était le dernier jour du mois de février. De février. Oui. Oui, il y avait le 22, c'était un vendredi. C'était un 28. Ben oui. Le 27 au matin, je reçois un coup de fil. Je n'ai jamais parlé de ça et c'est l'occasion. Je reçois un coup de fil le jeudi 27. Allô, oui, monsieur Maougal, oui, qui c'est? Il dit, je vous ai connu dans la rue, j'ai suivi je vous suis parce que j'ai lu vos textes, je vous ai suivi à travers un certain nombre d'émissions. J'ai dit, mais qui êtes-vous? Il m'a dit, je souhaiterais vous rencontrer. Mais qui êtes-vous? Il dit, je souhaite vous rencontrer et vous saurez tout, dans les détails. Il dit, ah bon? Moi, je suis une tête brûlée. J'ai dit, j'y vais. Roh. Quoi qu'il en coûte. J'ai dit, où est-ce qu'on se voit? Il me dit, voilà, on va se voir à la place Audin. D'accord, je vais à la place Audin. Quelle heure? 10h. 10h, je me pointe. J'ai dit, comment je vais vous reconnaître? Il m'a dit, inutile, moi, je vous connais. Vous êtes bien courageux, M. Morgan. Vous êtes bien courageux, vous êtes parti de... Non, si même terroriste l'avait habité, il serait parti. Ouais. Allez-y, continuez. J'ai été en présence des terroristes, monsieur. Et je suis encore vivant. J'étais dans l'avion en 94. Donc, j'y vais. Je vois deux jeunes hommes qui viennent vers moi. Dans la main, bonjour, ça va. Il dit, moi, je suis algérien de souche et franco-algérien actuellement. Je travaille pour une association caritative qui s'occupe des femmes. Et je suis envoyé en mission pour faire une sorte de reportage sur un groupe de femmes qui vivraient dans des conditions lamentables à Charaga. Je ne savais pas qu'il y avait des bidonvilles à Charaga. C'est ma faute. J'aurais dû m'informer. J'ai dit, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Il m'a dit, on voudrait avoir une discussion avec vous parce qu'on a suivi vos positions, vos discussions. Et il y avait avec lui un jeune Français par contre, avec un appareil photo, avec un truc. Il m'a dit, on vous prend en photo. J'ai dit, puisque vous avez ma photo, pourquoi vous voulez en prendre une deuxième fois? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Il m'a dit, on voulait un peu que vous nous accompagniez dans le Hirak. J'ai dit, mais moi je ne suis pas un guide touristique. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Il m'a dit, on voudrait s'informer. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez m'adresser à moi pour vous informer sur le Hirak, puisque vous êtes sur place? Vous avez été autorisé, on vous a donné des autorisations, on vous a donné des visas pour venir. Moi, je n'ai rien à vous dire. Faites votre travail. La rue est devant vous. Un cas concret de prise de contact. Et je ne pense pas être le seul. On imagine bien, puisque les tentatives étaient nombreuses. Je ne suis pas le seul, je suis sûr. Mais je le dis dans l'espoir que des gens qui ont connu la même expérience en parlent. Absolument. C'est comme ça qu'on peut déceler les choses. Les dévoiler. Monsieur Mansari. Pour revenir à la question de la dynamique du Hirak, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu ça. Nous sommes dans une phase où cette dynamique est censée être projetée dans la Constitution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. On parle du fait est-ce que la Constitution va être la traduction, l'extraction d'une revendication du Hirak, ou est-ce elle va prendre une partie des revendications pour les concrétiser, ou bien c'est une démarche parallèle. Pour moi, tout ce qui s'est produit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ce que le Hirak a produit avant le coronavirus, était une expression par rapport à une réalité. Tout d'abord, une réalité vécue pendant 20 ans, que le Hirak pense n'est pas complète, au dépit des élections présidentielles, que le Hirak pense qu'elle n'est pas encore complète, qu'elle n'est pas suffisante, que le 12 décembre n'est pas la finalité, qu'il faut aussi aller au-delà de la remise en fonction des institutions d'État qui étaient paralysées à l'époque. Maintenant, est-ce qu'on va aller vers un débat qui donnerait lieu à un consensus général sur les revendications portées jusqu'à aujourd'hui, ou bien est-ce qu'on va focaliser sur l'histoire de la manipulation et tout? Non, quand même, il faudrait... Il faut garder peut-être une attention. Du moment que le Belhimr que vous avez cité, il a quand même dit à la chaîne 3 que le Hirak a permis, sauver les institutions de l'État de l'effondrement. Le président lui-même l'a dit, le chef du gouvernement, M. Djerrad, l'a dit. Il y a un consensus que ça a été une phase de notre histoire qui est bénie. Donc, capitalisons cet effort-là au lieu de le dénigrer, au lieu d'essayer de trouver est-ce qu'il a été... Je vous ai dit au départ, évidemment, toutes les révolutions fassent l'objet de manipulation. On avait dit en 88 que ça a été un mouvement orchestré par les clans du pouvoir, que le 5 octobre a été orchestré par le pouvoir, que ce qui s'est produit en Algérie a été orchestré de l'étranger et qu'aujourd'hui c'est probablement orchestré. Tout le monde veut nager, tout le monde veut jouer dans un mouvement pareil, c'est pas normal de le laisser libre. Tout le monde veut l'orienter vers une direction. Il y a les laïcs qui veulent un modèle, il y a les islamistes qui veulent un autre modèle, il y a des centristes qui veulent un autre modèle, mais heureusement que la masse populaire en Algérie a préservé. Quand on parle il y a une différence entre les pancartes et les revendications
permanente de justice, de droit. N'importe qui peut... Moi, j'ai vu des pancartes qui s'attaquent à des personnes, règlement de compte. Absolument. Mais ce n'est pas ça. On ne va pas aller vers ça. On ne s'attarde pas vrai, sur les... Et c'est vrai qu'il y a eu des personnes, on a soulevé des pancartes de personnes qui sont aujourd'hui en prison. Ils sont aujourd'hui incarcérés. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas incarcérés il y a 2 mois. Aujourd'hui, ils sont incarcérés. Donc, ne nous focalisons pas sur simplement les pancartes, mais sur cette dynamique-là. On a besoin, c'est une chance, elle nous a été donnée de construire un État dépouillé de la corruption, dépouillé de la hogra et dépouillé de la prédation et du vol et de l'exclusion. On a eu un pouvoir qui a créé une richesse pour lui-même et pour sa progéniture. C'est ça qu'il faut effacer aujourd'hui. Il faut aller vers cette dynamique. Si le chef de l'État dit aujourd'hui que je vais créer une société faite de justice et tout, il faudrait qu'on aboutisse à ça d'une manière consensuelle. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Tout à fait. Et rien ne se construit en une minute, en une journée. Et je vous ai dit, on a un impératif aujourd'hui, on a un défi qui est la crise sanitaire. Cette crise sanitaire va remettre, on ne peut pas mettre en suspens beaucoup de dispositions de cette Constitution et beaucoup de droits parce que l'urgence est de faire face à une crise sanitaire et à une crise économique qui remettra en cause, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'acquis. Beaucoup d'acquis. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Monsieur Tabaïnet, j'aimerais juste votre avis sur ce principe de canaliser les énergies. C'est très important. Vous vous activez dans le milieu associatif. Vous êtes pharmacien de votre profession, mais vous êtes aussi dans l'associatif. Vous parlez à beaucoup de jeunes. Vous pensez qu'aujourd'hui, le fait de canaliser ces efforts-là est une priorité pour permettre à ce que le débat s'installe et pour bâtir justement ce qui doit être bâti par rapport à notre pays et à tout ce qui doit se faire aujourd'hui. Certainement, on doit canaliser tout ça avec plus de liberté d'expression, tout en restant responsable et objectif, certainement. Dans la limite de la loi, bien sûr, dans le respect de la loi. Voilà. Oui. Les gens ont compris que le peuple, c'est le pouvoir. Mais à travers quoi? C'est à travers des parlements bien légitimes, représentatifs, à travers une société civile forte, libre et indépendante de toute influence. Des partis politiques crédibles. Des partis politiques crédibles, une classe politique nouvelle. Tout ça nécessite un peu d'ouverture des libertés, parce que même si on va parler des textes, de la réforme constitutionnelle et tout, va passer par un parlement qui existe, avec un référendum après, populaire, mais pour émerger cette jeunesse, ces compétences, on doit investir l'espace public par ces compétences pour donner déjà de l'occasion pour créer une société civile nouvelle qui va reprendre le contrôle populaire, parce que c'est le premier maillon de contrôle. C'est pas les institutions, c'est pas juste le pouvoir qui est censé de contrôler la situation. C'est le peuple, le premier contrôleur. Après, émerger de la nouvelle génération pour créer des partis politiques, permettez aux gens de s'exprimer pour justement encadrer tout ça dans un projet politique complet qui va prendre l'Algérie vers le mur. Monsieur Maougal, vos attentes, vos espérances par rapport à ce qui va se faire dans les prochains mois, peut-être les prochaines années. Parce que nous sommes aujourd'hui dans cette nouvelle étape, sans être dans le sentimental, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, nous devons être dans cet esprit de reconstruction, monsieur Maougal. Que grand bien nous fasse. Moi, j'attends et je vois. Et vous êtes optimiste pour ce qui pourrait arriver? Je suis observateur critique. Vous êtes observateur. Vous restez dans votre rôle d'académicien, donc vous attendez de voir ce qui va se passer. J'attends de voir. Monsieur Mansari, pour moi, il faut faire confiance au génie populaire, au génie de ce peuple. Il faudrait investir dans les forces de ce pays, dans cette jeunesse. Il faudrait donner l'occasion à la compétence d'émerger, et non pas aux cooptations, et non pas à la loyauté simplement. Il faudrait ouvrir le champ à cette jeunesse qui est l'avenir de ce pays. Et dans cette crise actuelle, on ne peut ne pas compter sur cette jeunesse. Et quand on dit compter sur cette jeunesse, c'est de lui donner les moyens et de la laisser s'exprimer dans tous les domaines. Il ne suffit pas de prendre une constitution qui peut être de rester dans les tiroirs. On a eu d'excellentes constitutions depuis le 23 février. Les constitutions n'avaient pas de problème. Mais c'était l'application
et le respect de ces sanctions qui posait problème. Oui, et pour ne pas avoir un 22 février permanent, il faudrait que ceux qui ont construit ce 22 février doivent avoir la chance de vivre dans ce pays, de sentir qu'ils existent dans ce pays. Eh bien, on termine sur ces belles paroles. Merci encore une fois à mes invités. Mohamed Lakhdar Maougal, professeur à l'École nationale supérieure de journalisme. J'en profite pour vous présenter deux de vos ouvrages. D'abord, la sémiologie de la guerre médiatique asymétrique, que vous avez donc édité chez les éditions universitaires européennes. Avec ma collègue. Avec votre collègue Fella Bournen, voilà, pour la citer. Et puis un autre livre que vous avez également édité, La colonisation n'est pas une civilisation. Je présente donc ces deux ouvrages, plus ces deux livres que vous avez cités et que vous invitez bien sûr nos téléspectateurs à les acquérir et à les lire concernant tout ce qui se fait dans les agendas internationaux et les tentatives de manipulation. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Monsieur Kamal Mensari, je rappelle, journaliste, directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et puis, nous avons également eu le grand plaisir d'avoir Mouad Tabainat, pharmacien de profession, et vous êtes également militant dans la société civile. Vous faites beaucoup pour les jeunes, vous discutez beaucoup sur les réseaux sociaux et j'invite tous nos téléspectateurs à suivre ce que vous faites, notamment sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis dans ce débat qui est consacré donc à la Constitution et au Hirak et aux acquis du Hirak. Encore une fois, merci. Bonsoir.